Le pétrole est presque partout dans nos produits, nos maisons, nos vêtements et surtout nos transports. Est-ce qu'on devrait s'en faire une réserve au cas? Avec Victor Enriquez, Jacinthe Varel, Justine McIntyre et François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. C'est une crise d'approvisionnement que plusieurs experts qualifient de sans précédent. Depuis le déclenchement de la guerre en Iran, le commerce du pétrole est en partie paralysé en raison, bien sûr, de la fermeture du détroit d'Ormuz. Ce détroit, c'est la principale voie de passage maritime pour les exportations d'hydrocarbures du golfe Persique vers le reste du monde. Ça a eu des répercussions sur le cours du baril de pétrole Brent, qui a bondi de 42 % depuis le début du conflit. Et on le remarque jusqu'ici à la pompe, et ça, même si le pétrole qu'on consomme au Canada provient majoritairement de l'Alberta, où est importé d'autres pays, essentiellement des États-Unis et un peu du Nigeria et de l'Arabie saoudite. À l'heure actuelle, le Canada, c'est le seul pays du G7 qui ne possède pas sa propre réserve stratégique de pétrole pour assurer son autonomie en cas de crise mondiale. I can now announce that AIA countries have unanimously decided to launch the largest ever release of emergency oil stocks in our agency's history. 400 millions, c'est la quantité de barils de pétrole que l'Agence internationale de l'énergie a débloqué de ses réserves stratégiques la semaine dernière. Décision prise à l'unanimité par les 32 pays membres qui vise à atténuer les impacts économiques de la fermeture du détroit d'Ormuz. Pour le pétrole et le gaz, fait qu'il y a environ 20 % de nos capacités qui sont bloquées ou hors marché. Plusieurs pays ont pris des mesures. Il faut que les choses restent fluides et que la coopération soit assurée entre toutes les économies. Les États-Unis ont également emboîté le pas pour soulager la flambée des prix. Donald Trump a ordonné à son secrétaire de l'énergie de libérer 172 millions de barils de la réserve américaine. It is a short-term disruption in the flow of energy. Americans are feeling it right now, but at the end, we'll go to a world more abundant in energy, more affordable in energy, and less risky for American soldiers and commerce in the Middle East. Un effort mondial auquel s'est joint le gouvernement canadien. Vendredi, Ottawa s'est engagé à acheminer plus de 23 millions de barils vers les marchés à l'étranger. Il y a une crise d'approvisionnement, mais on n'est pas affecté. On n'a pas de crainte, comme en Asie, de manquer de barils de pétrole. On est impacté par les prix, mais on n'a pas d'inquiétude quant à avoir des barils de pétrole ou pas. Le Canada est le 4e producteur de pétrole en importance dans le monde. Le pays ne possède toutefois pas sa propre réserve stratégique puisqu'il n'a jamais été confronté à une crise d'approvisionnement, comme le souligne cet expert. Ça coûterait très cher pour une probabilité quand même franchement très faible de manquer de barils de pétrole. On ne vit pas tous la même chose. L'Alberta, évidemment, on n'a pas besoin. Par contre, le Québec et l'Ontario, les provinces atlantiques, nous, on est restés des importateurs. Peut-être que là, la décision aurait pu être prise d'installer effectivement des réserves pour nous prémunir contre une crise de ce type. Alors, notre question ce soir, est-ce que le Canada devrait se constituer une réserve de pétrole d'urgence? Premier tour de table. Victor, ton point de vue là-dessus? Oui, tout à fait. On a entendu M. Clich le dire. L'Est du Canada est importateur et lorsqu'on est importateur et qu'on veut stabiliser son approvisionnement, on se doit de faire une réserve. Le Canada est un grand pays que nous n'avons pas connecté d'Est en Ouest. Jacinthe. Et une réserve stratégique, c'est une assurance nationale. Qui ne veut pas s'assurer? Qui ne veut pas assurer son économie énergétique? Alors oui, absolument, il le faut. Assurance. Je note ça parce qu'on est fort en assurance. Alors, on a tendance, les Québécois, à être doublement assurés, semble-t-il. Justine, ton point de vue? Non, je pense pas parce que, en fait, les réserves de pétrole, c'était une réponse à une autre crise, la crise énergétique des années 1970. On n'est plus là, on est ailleurs. La crise qu'on traverse aujourd'hui n'est pas de la même envergure. Et puis, pour moi, ce qui compte le plus pour le Canada en ce moment, c'est son autosuffisance énergétique, beaucoup plus qu'avoir des réserves en pétrole. François? Non, parce que ça va coûter encore. En 2019, on évaluait à 630 millions. Probablement qu'on est rendu à 1,5, peut-être 2 milliards. Mais non seulement ça, c'est pas d'une réserve stratégique que le Québec a besoin. C'est d'un oléoduc. Puis l'oléoduc, un jour, il va se rendre ici, qu'on le veuille ou non. C'est ça notre réserve. Ce n'est pas de bâtir une réserve, c'est d'emmener un tuyau qui s'en vient jusqu'ici. Alors, le clan du oui d'un côté, le clan du non de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs ce soir. Bien, c'est 80 % des gens qui ont répondu à la question avant 22h30 qui disent oui, le Canada devrait se constituer une réserve de pétrole d'urgence, alors que 20 % croient que non. On commence ça avec cette référence-là en chiffres. On efface le tableau et on va prendre vos votes tout au cours de l'émission. On verra le résultat en fin d'émission. Vous balayez le code QR qui va apparaître
apparaître et vous commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky si le cœur vous en dit. Et vous nous direz également au passage de quel débatteur a les meilleurs arguments. Et petit rappel de votre interrupteur, je n'ai pas pour vous en servir là-dessus. Ce serait donc... On a entendu l'expert dire on n'a jamais été confronté à ça. Les risques sont peu probables. Mais en même temps, depuis qu'il y a un certain Donald Trump qui est au pouvoir, il y a des risques qu'on n'avait pas évalués. Est-ce que, dans la situation actuelle, on se dit qu'on devrait mieux avoir cette assurance-là? Je trouve ça intéressant ce que François dit, par exemple, parce qu'il parle de ce fameux oléoduc d'ouest en est qu'on n'a pas construit et qu'on pense construire un jour, comme tu le dis, François, mais on parle ici d'une réserve d'urgence. Un oléoduc, ça prend 10 à 15 ans à mettre en place. Alors, d'ici là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer qu'au Canada, on a un approvisionnement qui est en deux parties. On a un ouest qui est exportateur, un est qui est importateur. Et dans le cas de l'est, on est exposé. Nos raffineries au Québec sont exposées. Celles des maritimes sont exposées également. Donc, comme disait Jacinthe, cette question d'assurance, elle est importante parce que le contexte nord-américain aussi a changé. Et lorsqu'on a décidé de ne pas avoir de réserve, c'est parce qu'on considérait que le contexte nord-américain nous permettrait de nous approvisionner en tout cas. À ce moment-ci, on n'est plus sûr de la même chose. Oui, parce que justement, en effet, ici, dans l'est du pays, au Québec, le pétrole qu'on consomme, c'est celui qui nous arrive des États-Unis essentiellement. Oui, c'est du pétrole importé et c'est le Québec et c'est toutes les provinces maritimes. Alors, s'il y a un bris dans l'approvisionnement, ça, c'est l'Est du Canada qui va en périr de cette absence de réserve stratégique, d'où l'importance encore plus pour nous ici. Et l'autre chose qu'il faut dire aussi par rapport à cette réserve stratégique, c'est que faut pas attendre d'en avoir besoin. Monsieur Yvan Clich disait on n'a jamais été confronté à ça. Quoi? Il faut attendre d'être confronté à ça. Il faut attendre que notre maison passe au feu pour dire « Ah, j'aurais dû m'assurer pour le feu. » Ça n'a pas de bon sens. On voit là une lacune où d'autres pays sont pris par rapport à cette pénurie-là, par rapport à cette hausse de prix, par rapport à la disponibilité du pétrole raffiné. Alors, c'est important de prévenir. On reviendra tout à l'heure sur la question de l'oléoduc, d'un peut-être futur pipeline d'ouest en est, mais cette idée de voir qu'on est moins en sécurité maintenant avec l'instabilité économique, avec Donald Trump, est-ce qu'on peut vraiment se fier à cet approvisionnement des États-Unis pour toujours pour l'est du pays? Mais sur la question de l'instabilité économique, c'est pas le fait que le Canada ait des réserves ou non qui va changer le prix du pétrole. Ça, on s'entend. Il y a 400 millions de barils qui viennent d'être relâchés. Ça a eu presque aucun impact sur le prix du pétrole. Donc, que le Canada participe ou non, il n'y a pas d'impact. Maintenant, sur la fiabilité de l'approvisionnement des États-Unis, les États-Unis sont un importateur du pétrole du Canada. Et pourquoi nous, on importe ensuite du pétrole des États-Unis pour approvisionner l'Est? Bien, c'est parce qu'on n'a pas la capacité des raffineries qu'ils ont aux États-Unis. Donc, si on va investir dans quelque chose de manière stratégique, ce serait d'investir dans une raffinerie dans l'Est, plus de capacité dans nos raffineries de l'Est et d'avoir un meilleur cheminement, que ce soit par oléoduc ou autre, pour qu'on puisse avoir accès à notre propre pétrole canadien. Donc, je pense que les ressources sont quand même limitées. On ne va pas tout mettre dans des réserves quand on est un pays qui est producteur et qui exporte 80 de sa production. 80 Ça veut dire qu'on en a des réserves chez nous. C'est assez particulier qu'on ait besoin d'aller chercher du pétrole ailleurs alors qu'on en a plein ici. Bien, c'est l'oléoduc qu'on a toujours refusé de bâtir. Mais ça me fait rire un peu de voir 80-20 parce que si on demandait aux gens est-ce que vous acceptez de vous départir du pétrole, le monde dirait aussi 80-20. On veut se départir du pétrole. Le Québec fait partie. On n'a juste pas les bons outils puis les bonnes batteries pour le moment. Mais il reste qu'éventuellement, on veut se départir. Donc, bâtir une réserve, c'est pas comme on met des barils dans un entrepôt puis tout ça, là. Ça se passe dans le sous-sol. C'est avec ce que j'ai fait mes petites recherches, là. C'est dans des affaires salées. C'est pas des barils qu'on classe puis qu'on en prend comme ça, là. Il va falloir les sortir de là. Il va falloir l'entretenir. C'est pour ça qu'on a besoin. Juste pour donner une information là-dessus, à quel point ça coûte cher, M. Clich nous disait qu'aux États-Unis, la réserve qu'ils ont de pétrole là, coûte plus de 200 millions US annuel, juste pour entretenir. Là, on ne parle pas de la construction. C'est quand même cher, là, ça, non? 200 millions, franchement. On donne ça du coin de la table à des entreprises internationales en subvention qui n'ont même pas besoin de rembourser. Pour vrai, 200 millions... Non, je m'excuse, là, mais quand on donne 200 millions dans subvention, facilement, là, on donne des milliards en subvention. Il faut faire attention à relativiser. Non, mais 200 millions, des fois, c'est beaucoup, des fois, c'est pas beaucoup. OK, mais regardons la réserve stratégique du Canada. Est-ce que l'Alberta va vouloir investir? La réponse est non. Donc, la réserve stratégique serait purement québécoise.
Ça, c'est un projet de Mais ça, on souveraineté. regarde toutes les fédéral, provinces qui c'est se fédéral. servent du pétrole de l'Alberta pour être moins tentées d'investir. Oui, mais comme L'énergie, c'est et fédéral. comme j'ai- L'énergie, c'est une compétence fédérale. là. En termes de population, on a plus de 35 de la population canadienne qui est exposée à ces questions d'approvisionnement. Alors, on parle beaucoup de ce qu'on pourrait faire à l'avenir, mais la réalité, c'est demain matin. Vous savez, les Européens, lorsque la guerre en Ukraine a explosé et qu'ils ont eu les problèmes qu'ils ont eu avec le gaz naturel, ils ne s'attendaient pas à ce que ça leur arrive non plus. Alors, comme tu disais, Jean-Santel, attendre jusqu'à ce que l'enjeu soit là, c'est complètement ridicule. Victor. À un moment donné, on dit, tu disais, ça coûte 1,2 milliard. Je m'excuse, 1,2 milliard pour assurer la sécurité énergétique canadienne. Ça, c'est en 2019. C'est cher payé. Même si c'est 2 milliards, c'est cher payé. On a déjà l'oléoduc qui fait une part de chemin jusqu'à Sudbury. On peut aussi prendre des trains, puis on peut l'amener du pétrole jusqu'ici. Puis les États-Unis... Être plus autonome. Les États-Unis, OK. là, on envoie vers les États-Unis par Keystone, ils nous en retournent du Texas. Ils ne nous couperont pas les vivres non plus. Mais là. en changeant un peu là, l'équilibre de tout ça, étant donné qu'on a beaucoup de pétrole ici, moi, je veux savoir au retour, puis je te lance déjà la question, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une plus grande influence sur notre propre prix de l'essence ici au pays? Je vous rappelle notre question ce soir, le Canada, est-ce qu'il devrait se constituer une réserve de pétrole d'urgence? Allez y répondre, n'oubliez pas de commenter, on s'arrête quelques minutes et nous, on poursuit ça au retour. Est-ce que le Canada devrait se constituer une réserve de pétrole d'urgence? C'est la question de notre débat de ce soir. Bien sûr, c'est en lien avec tout ce qui se passe au détroit d'Ormuz en ce moment. Mais il faut dire qu'il y a très peu de pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz et qui vient ici au Canada. En fait, on pense à ce qui nous vient de l'Arabie saoudite. C'est à peu près 10 de notre importation. C'est très peu. Ça va essentiellement au Nouveau-Brunswick, ce pétrole-là. Ça ne vient même pas au Québec et certainement pas dans l'ouest du pays. Le fait d'avoir une réserve, est-ce que ça pourrait... Parce qu'on comprend que le prix de l'essence est dicté, du pétrole est dicté sur l'ensemble de la planète en même temps, mais advenant une crise un peu plus importante, où à un moment donné, les États-Unis décideraient de faire leurs affaires de leur bord, est-ce qu'on pourrait, le gouvernement pourrait influencer le prix de l'essence ici, le prix du pétrole ici au pays, si on avait une réserve? En ce contrôler moment, un peu si plus? on veut être logique, il n'y a aucune raison pourquoi le pétrole en Amérique du Nord a monté. Il n'y a aucune, parce qu'on Techniquement, non, parce que n'achète c'est pas ça. d'ailleurs. Et la demande n'a pas encore augmenté. La Chine n'a pas demandé encore au Canada parce que Trans Mountain, ça s'en va vers la Chine. Il roule à 85 déjà. C'est pour ça qu'on a besoin d'un deuxième. Ça, c'est le pipeline entre l'Alberta Exactement. et la côte Donc, ouest. la Chine nous en achète. OK, parfait. Mais on n'enlève pas du Canada. Donc, oui, on comprend que c'est le first in, first out, le first in, last out, la façon qu'ils calculent. Mais il n'y a pas de raison parce qu'il n'en manque pas. Puis on n'exporte pas vers ailleurs. On se fait déjà exploiter, littéralement. Mais, tu sais, il faut revenir à la base, là. C'est pas une réserve qu'on a besoin, c'est se réveiller. À chaque temps de crise, il faut regarder les lacunes qu'on a parce que le Canada s'est bâti des lacunes par paresse. C'est pas normal qu'on n'ait pas de raffinerie ici qui est capable de raffiner du pétrole lourd. On l'envoie aux États-Unis. C'est pas normal que le Québec achète son pétrole des États-Unis, du gaz de schiste, alors qu'on en a ici. On ne veut pas l'utiliser ici, mais on achète d'ailleurs. Le gaz naturel, maintenant, vient de l'Australie. Il fait 25 000 km. On en a ici, puis tous les pays sont venus nous voir ici. C'est là qu'on doit se rendre compte qu'en temps de crise, on a peut-être été un petit peu paresseux au Québec sur l'exploitation de nos ressources. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah, je suis tout à fait d'accord avec ça. L'enjeu énergétique, c'est un enjeu global. Il faut aller au-delà de est-ce qu'on a des réserves stratégiques de pétrole, mais c'est aussi le transport par pipeline et tout ce que François a mentionné. Et à ce sujet, on a dormi au gaz. C'est bien dit. Mais Parce qu'on se dirigeait vers une transition énergétique qui, on dirait, qui est en train de se ralentir. On peut se diriger encore vers une transition énergétique. C'est là aussi, à un moment donné, il faut arrêter de mettre les choses en opposition. Donc, c'est compatible de faire une réserve et de continuer la transition c'est compatible énergétique? parce qu'on sait que cette transition-là, aujourd'hui, il y a plus de 50 de consommation d'énergie, c'est du pétrole. Alors, on ne diminuera pas ça à 0 à l'espace de quelques années. Il faut qu'on arrête justement de mettre ces éléments-là en opposition. Et il faut aussi se rendre compte d'une chose. Il y a une des raisons pour lesquelles on n'a pas développé nos ressources naturelles au Canada, c'est parce qu'on a aussi un manque de bras. Et à un moment donné, il va falloir faire des réflexions au Canada sur la densité de notre pays. Notre pays n'est pas occupé, notre pays est peu occupé, notre pays a d'énormes ressources naturelles que l'on ne développe pas. Et une des raisons, c'est aussi ça. Alors, il va falloir faire une réflexion plus globale et d'ici là, une réserve, c'est une assurance. Justine, la question environnementale, la question de la transition énergétique,
si on met de l'argent dans une réserve, c'est de l'argent qui pourrait aller ailleurs, ça. Tout à fait. Parce que là, en fait, on est en train d'élargir un peu la discussion, puis on parle vraiment de la situation énergétique du Canada tout court. Alors, les réserves de pétrole, oui, ça peut servir en temps de crise. Et on se trouve en ce moment dans une période de crise. Est-ce que cette crise-là va durer dans le temps? On ne sait pas, personne ne le sait. Mais ce qu'on sait, c'est que les réserves de pétrole vont venir à manquer à un moment donné, là. Puis quand on regarde le nombre de réserves qui restent dans le monde, si on continue avec notre consommation actuelle, on en a pour 47 ans à peu près à notre taux actuel de consommation. Alors, d'une manière ou d'une autre, il va falloir la faire, cette transition-là. Donc, quand on reste dans une logique des années 70, des années de l'idée de choc pétrolier, etc., de se constituer des réserves, on n'est pas en train de bâtir une infrastructure pour l'avenir. Donc, oui, ça nous prend une autosuffisance sur notre propre territoire pour pouvoir raffiner le pétrole de l'Alberta sans avoir recours aux raffineries qui sont aux États-Unis. Mais il faut aussi continuer à investir dans des infrastructures de la transition énergétique. Et on est très bien positionné au Québec pour le faire. On a parlé tout à l'heure, puis tu viens de le rappeler, la question avec les États-Unis, parce que oui, on envoie beaucoup de pétrole se faire raffiner là-bas. Notre pétrole lourd, on l'envoie se faire raffiner là-bas. On prend un autre type de pétrole qu'on amène dans l'est du pays. Il y a cette relation d'interdépendance pétrolière avec les États-Unis. Est-ce qu'on peut cesser ça un jour, vous pensez, ou pas? Ou on va être éternellement dans une relation pétrolière avec les États-Unis? C'est un grand risque parce que les États-Unis ont beaucoup développé leur infrastructure de raffinerie, etc., parce qu'ils ont beaucoup de pétrole eux aussi. Alors, on s'est fié au fait qu'on avait un voisin qui était très fiable jusqu'à maintenant. Et comme disait mon partenaire ce soir, François, bien, on a été un peu paresseux de notre côté. Puis pendant qu'on avait le débat sur la transition énergétique, on a un peu laissé de côté ce débat. On oublie aussi à quel point, à chaque fois qu'il y avait un projet de pipeline au Canada, en termes d'acceptabilité sociale, c'était une catastrophe. On oublie aussi qu'au niveau des raffineries, on avait cette dénonciation des sables bitumineux. Rappelez-vous des campagnes à la fin des années 90, parce qu'on parlait qu'il y avait la plus grande catastrophe environnementale de l'histoire. Alors, je veux dire, oui, on peut aujourd'hui dire, tout d'un coup, le contexte a changé. Ça aurait été bien de... Rappelons-nous qu'à l'époque... L'opinion du public a changé là-dessus. Mais bien sûr. Je pense qu'on a fait quelques débats là-dessus en 4 ans. Au début, les gens étaient pas très pro les pipelines, puis ça a changé à un moment donné. Je parlais d'interdépendance. L'interdépendance avec les États-Unis est inévitable de toute façon. Ça, là-dessus, même sur les capacités de raffinerie, on aurait beau essayer de les augmenter, on ne sera jamais capable de raffiner tout le pétrole lourd qui va venir de l'Alberta. Ce qu'on doit s'assurer, justement, c'est de trouver un équilibre dans une situation qui apparaît comme temporaire. La réserve, elle t'amène une certaine sécurité. Elle ne règle pas tous tes problèmes, mais elle t'amène une sécurité dans une situation. Mais de toute façon, moi, j'aimerais ça comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on est le seul pays du G7 à ne pas avoir de réserve et pourquoi on serait plus brillant, pourquoi on serait plus brillant que les autres pays du G7 qui ont tous une réserve? Les États-Unis en ont une par historique, parce qu'ils ne devraient plus en avoir une. Il ne faut pas oublier qu'avant Trump arrive... Parce qu'ils en ont eu besoin de leur... Oui, mais un peu, c'est qu'ils n'avaient pas le droit d'exporter leur pétrole. Pendant longtemps, ils n'avaient pas le droit d'exporter leur pétrole parce que c'était réservé aux Américains. Puis je pense que c'est Trump ou un gouvernement avant qui a dit non, maintenant, on va devenir un pays exportateur. Ils ont gardé leurs réserves par historique, mais si c'était à faire aujourd'hui, je suis persuadé qu'il n'y en aurait pas de réserve en ce moment. Il y en a une par histoire. Rappelons, on est le 4e pays le plus producteur de pétrole. Puis en termes de réserve là, dans le sol, on est le 3e pays. Puis on est pauvre. Oui. Comment je tiens à le dire. Il y a des pays qui ont du pétrole qui nagent un peu plus dans l'argent. Alex nous dit, oui, je ne comprends pas pourquoi le Canada ne fait pas comme les autres pays du G7. Avoir une réserve d'urgence, c'est une forme d'assurance et c'est sécurisant. C'est exactement l'argumentaire de Jacinthe-Ève. Merci, Alex. On s'arrête quelques minutes. Au retour, on aura d'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé. On est de retour au débatteur. Est-ce que le Canada devrait se constituer une réserve de pétrole d'urgence? Valérie nous dit non, c'est une solution anachronique. La crise au Moyen-Orient, c'est un argument supplémentaire pour procéder à la transition énergétique. Gilles nous dit oui, le Canada n'a pas de réserve de pétrole d'urgence, mais il en exporte. En cas de crise, il serait préférable de faire profiter prioritairement les Canadiens. On va y revenir là-dessus. Luc nous dit non. Pas besoin de réserve d'urgence. Le sous-sol canadien est l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. On en produit bien plus que l'on en consomme. Mais on revient à ça. On a beau avoir les ressources dans nos sols,
on n'a pas ce qu'il faut pour les transformer ou les transporter tant que ça. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas mettre cet argent-là, par exemple, qui pourrait nous coûter une réserve, qui, j'imagine, ne se créerait pas en quelques jours, dans la construction de raffineries, par exemple? On a parlé de pipeline, oui, également, mais encore là, il faut pouvoir le raffiner, ce pétrole-là, pour pouvoir s'en servir ici. Bien, il faut Vous en accepter pensez que le quoi de ça? pétrole, il ne disparaîtra pas dans 5 ans, comme on nous a fait peur dans les dernières années, ni dans 10 ans, ni par 2040. Il est là pour rester. Peut-être le pétrole traditionnel, mais le gaz naturel, le Canada, quand même, est assis sur pour fournir la planète entière pour 200 ans. Le gaz naturel, la transition vers le pétrole lourd va passer par le gaz naturel. Donc, c'est une première avec le solaire, bien entendu, puis l'éolienne. Donc, il faut accepter qu'on va exploiter nos ressources. Parce que si on veut faire une réserve stratégique d'un pétrole qui va disparaître, c'est complètement ridicule parce que le gaz naturel, on ne peut pas créer de réserve de gaz naturel. Puis c'est vers là qu'on s'en va, là, globalement. Ça ne donne rien d'avoir une réserve stratégique. Bien, c'est une bonne idée de regarder aussi les oléoducs, la construction d'oléoducs, de pipelines, puis de raffineries qui est capable de raffiner notre propre pétrole, justement pour ne pas dépendre des États-Unis, puis d'être en mesure aussi de l'exporter à d'autres clients. On en a déjà parlé dans un autre débat ici, d'être capable d'avoir plus que les États-Unis qui achètent notre pétrole brut pour le raffiner soi-même, raffiner ailleurs aussi. Mais c'est vrai qu'il faut arrêter cette idée là, de la transition énergétique. Et là, oui, bien sûr, à l'échelle individuelle, à l'échelle du consommateurs individuels, mais il reste que les trains, les camions lourds, toutes les mines qu'on exploite dans le Nord, ça fonctionne tous au pétrole. Là, et on en a encore pour longtemps à avoir besoin de pétrole. Là. On a besoin de pétrole dans les matériaux, dans toutes sortes de choses, oui. là, pas juste pour remplir notre voiture. Il faut que j'aille aux résultats. On va aller voir comment c'était en début d'émission. 80 pour le oui, 20 pour le non. On termine ça comment ce soir? 68 pour le oui, 32 pour le non. L'aiguille a bougé un peu ce soir, mais la majorité des gens nous disent que oui, on devrait se sécuriser avec cette assurance d'une réserve de pétrole d'urgence. C'est François, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. On ne parle pas souvent de pétrole autour de cette table, en débat du moins, mais on voit que la crise, ça nous fait revoir un peu notre façon de produire et d'acheter du pétrole. Passez une excellente nuit, on se retrouve demain. Bye-bye.